Chers amis cinéphiles, attachez bien vos ceintures. Aujourd'hui, on appuie sur le Cruise Control. Je vais revenir sur le dernier volet de la saga Mission Impossible, annoncé comme étant l'ultime opus de la franchise, initié en 1996 par Brian De Palma et réalisé depuis les 4 derniers films par Christopher McQuarrie. Ce sera pour nous l'occasion de voir ce que vaut vraiment le film, de manière autonome et aussi en tant que seconde partie de Dead Reckoning, et bien sûr en le replaçant, bien évidemment, dans le contexte de la saga au global des 8 films que compte cette série cinématographique. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Mission Impossible The Final Reckoning. Salut à tous et bienvenue dans les films du vendredi. Aujourd'hui, je vais revenir sur The Final Reckoning, le dernier volet de la saga Mission Impossible, en tout cas présenté comme tel, et deuxième partie de Dead Reckoning, sorti en 2023, qui avait énormément souffert de la concurrence avec 2 gros blockbusters très attendus du grand public et qui avaient très bien fonctionné au niveau du box-office. Je parle bien sûr de Barbie et d'Oppenheimer qui ont lancé le phénomène Barbenheimer sur les réseaux sociaux, souvenez-vous. Ce qui a induit que la production a jugé bon de revoir sa stratégie marketing et de retitrer cette deuxième partie. Donc on passe de Dead Reckoning partie 2 à The Final Reckoning pour bien faire comprendre aux spectateurs qu'il est en présence de nouvelles aventures d'Ethan Hunt. Donc on se détache le plus possible de Dead Reckoning, mais en réalité, voilà, on sait très bien que c'est la deuxième partie. C'est une deuxième partie que j'ai envie d'appeler non assumée du coup. Mais voilà, on espère que cette nouvelle stratégie marketing va porter ses fruits. Il est un peu tôt pour le dire puisque le film est toujours diffusé en salle, donc on attendra la fin d'exploitation en salle pour vraiment se faire un avis sur le sujet. Toujours est-il que le pitch est le suivant, donc Ethan Hunt est désormais en train de pister le sous-marin Sébastopol afin de récupérer le Podkova. Donc c'est un boîtier dans lequel on peut accéder au code source de l'entité, donc c'est cette fameuse intelligence artificielle qui menace de faire péter la planète, disons-le comme ça, en utilisant tous les arsenaux nucléaires des pays qui le possèdent pour justement faire rencontrer toutes les armes nucléaires entre elles et faire exploser la planète, rien que ça. Donc Hunt va se mettre en piste à la recherche du Podkova, tandis que Luther de son côté va élaborer un virus qui, une fois injecté dans le code source, permet de neutraliser définitivement l'entité, donc cette intelligence artificielle. Avant de commencer la partie critique, je tiens à préciser qu'il s'agit d'une critique 100% spoiler, les amis. Donc, si vous n'avez pas lu le film, je vous recommande plutôt de voir le film et après de visionner cette vidéo. Sinon, si ça ne vous dérange pas d'être spoilé, vous pouvez bien sûr, vous êtes les bienvenus à rester jusqu'au bout de la vidéo. Je considère que le film est sorti il y a suffisamment de temps pour qu'on puisse commencer un petit peu à prendre de la hauteur sur le film. Justement, j'ai bien décanté pour essayer de vous proposer la critique la plus authentique possible et la plus juste. Donc c'est parti, pour les autres en tout cas, on commence sans plus attendre. Donc déjà le film a une durée record pour la saga puisqu'il dure 2h49, disons 3 heures, et puis ressenti, je vous en parle même pas puisque le film est très bavard, il faut le dire. Alors moi j'ai pas de problème quand les films sont très bavards, s'il y a beaucoup d'informations intéressantes, qu'on sent qu'il y a un suspense, que quelque chose est en train de se profiler, etc. Là non, on vous rabâche beaucoup de fois les mêmes informations sur l'entité, sur l'intelligence artificielle, sur ce qu'elle est capable de faire, de tout péter, d'être voilà, pour vous faire comprendre qu'on est en présence d'un méchant ultime, qui est vraiment au-dessus de tout. C'est vraiment The Final Reckoning, donc il faut faire comprendre que c'est la fin de tout, c'est la fin peut-être d'une saga, c'est la fin de comme si pour justifier l'intérêt ultime d'aller voir ce film, que tout va péter et que bon, c'est facile à dire, mais il faut aussi que le spectateur ressente cette tension justement. Donc ça c'est plus compliqué, c'est ce qu'on va voir dans un second temps. Donc je reviens sur l'aspect bavard. Voilà, beaucoup de fois on répète donc la même information. Ça aurait pu être intéressant d'avoir justement de sentir quelque chose de profond autour de l'intelligence artificielle, mais après évidemment on ne va pas demander à un film de divertissement non plus d'apporter plus que tout un pan du cinéma de science-fiction qui a déjà traité le sujet de la meilleure des façons, l'intelligence artificielle. On pense directement à Matrix, on pense à Terminator, on pense voilà. Là c'est pas évidemment on est dans un film d'action espionnage autour de l'intelligence artificielle, on va pas non
plus avoir les mêmes exigences, évidemment, mais encore faut-il que le film se tienne et tienne surtout le spectateur en haleine, et c'est là que c'est plus compliqué. Parce que le film a tendance, en plus, à se raccrocher comme une bouée de sauvetage aux anciens épisodes. Alors déjà, ça, c'est un premier truc, moi, qui m'a un peu dérangé, c'est-à-dire que oui, parfois ça marche pas. Parfois ça marche parce que, en fait, on va vous faire comprendre que lorsque Hunt, dans le 3e volet de J.J. Abrams, il a récupéré la patte de lapin, vous savez, c'est cette arme mystérieuse, on ne savait pas ce que c'était, en fait, c'était juste un MacGuffin, on ne savait pas véritablement ce que c'était que cette arme. Et bien, on va vous faire comprendre, en fait, qu'elle a servi, cette patte de lapin, à créer l'entité. Donc ça, c'est plutôt intéressant, je trouve que c'est une bonne idée. Parfois, les scénaristes doivent s'arracher les cheveux justement pour essayer de raccrocher les wagons avec une saga qui parfois continue pour continuer, quoi, hein, faut le dire. Enfin, on n'est pas forcément obligé justement de rattacher les épisodes entre eux. On peut très bien se dire que chaque nouvelle mission est autonome, comme les James Bond, et voilà. Là, il y a une petite tentative quand même d'essayer de faire des suites, etc. Alors, si, je parle de James Bond, mais James Bond l'a fait un petit peu, davantage d'ailleurs avec l'époque Daniel Craig, mais disons que c'est un phénomène qui est assez récent dans les films d'action-espionnage, c'est toujours de vouloir justifier toute la saga pour aboutir au dernier volet en faisant comprendre qu'en fait, tout ça a mené à ça, donc ça justifie l'intérêt de voir d'autant plus ce nouveau film. Voilà. Bon. Donc il y a beaucoup de flashbacks. Alors c'est assez poussif, c'est assez répétitif aussi parce qu'on vous resserre en fait le premier volet avec les séquences de Brian De Palma, on vous resserre J.J. Abrams, on vous resserre aussi Protocole Fantôme. Bon, ouais, c'est un grand renfort de flashback quand même pour titiller le fan. Il y a beaucoup de fanservice, il y a des personnages qui sont vieux de 30 ans qui vont revenir comme William Dunlow. Tu te dis, bon, parce que dans le premier volet, Gene Kittredge évoquait vaguement l'idée d'envoyer en blaguant William Dunlow dans une région polaire, quoi. On lui avait même dit, je me souviens, vous lui enverrez sa doudoune, voilà. Donc il disait ça vraiment une petite blague entre parenthèses et c'est devenu un vrai élément scénaristique dans le dernier volet. Pourquoi pas? Je dis pas, bon, mais parfois c'est un peu au forceps, c'est un peu forcé, c'est pas toujours bienvenu. En plus, il y a un humour autour de ça qu'on comprend pas bien parce que justement, parfois, c'est amené de manière un peu ironique. Donc, tu sais pas si tu dois rire pour le côté méta que ça pourrait induire ou est-ce que c'est parce que la situation est drôle en elle-même. Donc, parfois, ça peut être un peu gênant. Tu sais pas si c'est une bonne, mauvaise idée. Tu finis par plus trop savoir. Tout ce que tu sais, c'est qu'en fait, tu t'ennuies énormément dans cette aventure parce que c'est très, très long. Vraiment, c'est waouh. Il y a tellement de sous-intrigues, sous-intrigues, missions, une sous-mission, etc. Que en fait, tu sais même plus à la fin, tu réfléchis 2 minutes et tu te dis en fait oui, on est toujours sur le même objectif d'aller récupérer Spodkova. Hein, et Gabriel, donc le fameux méchant, hein, joué par S.M. Morales, qui veut le virus et voilà, donc ça va se chamailler, etc. Donc finalement, comme n'importe quel MacGuffin dans l'histoire du film d'action, voilà. Voilà, alors au-delà de ça, on nous a vendu aussi ce film comme étant rempli de cascades, rempli de prouesses absolument dingues de la part de Tom Cruise. Alors oui, il y a des prouesses, bien sûr, dans le dernier acte, hein, bien sûr, qui concerne cette course-poursuite en avion. Pour le reste, cette séquence sous-marine, qui serait peut-être le deuxième moment de bravoure du film au niveau action, eh ben, on s'ennuie pendant cette séquence. C'est long. On voit Ethan Hunt sous l'eau, mais 3 plombes à arriver au Podkova, c'est bien, une fois qu'il l'a, il ressort, etc. C'est pas d'un intérêt extraordinaire. Moi, ça m'a tout de suite fait penser à la séquence du sous-marin Du Monde ne suffit pas, donc avec Pierce Brosnan à l'époque, vous vous souvenez, donc avec Renard, qui était en train de mettre son cylindre doré comme ça, donc cette arme dans le sous-marin, pendant que James Bond, justement, essayait de gravir un chemin, il était enseveli sous l'eau, comme ça, et tu sentais par le montage, en fait, le montage alterné, qu'il y avait une tension, qu'il allait peut-être pas y arriver, il y avait une cartographie suffisamment claire pour le spectateur du sous-marin, pour que tu te dises, peut-être James Bond, il va y rester, quoi. Et là, non, c'est pas assez pensé au niveau du montage pour qu'on sente, en fait, la tension. C'est pas assez storyboardé, certainement, je ne sais pas. On sent que c'est plus aléatoire, plus hasardeux la manière dont c'est filmé. C'est moins pensé au niveau des plans, c'est plus pensé en termes de chorégraphie pour l'acteur. Vous voyez, c'est plus à l'intérieur du cadre qu'on va penser une séquence d'action dans ce film, en fait.
plutôt que de le penser au niveau du découpage technique. Or, bien que Tom Cruise se mette dans des situations mais vraiment extrêmes, où il peut, en fait, ça peut lui coûter la vie à tout moment, hein, ce qu'il fait. Mais comme il n'y a pas le montage et le découpage technique qui suit, eh ben, tu le ressens pas. Tu ressens pas la tension en tant que spectateur de cinéma, en fait. Donc c'est ça qui est un peu compliqué. C'est que ça nous renvoie à Hitchcock. Hitchcock, pourquoi ça marchait, même si c'était pas d'une crédibilité. Alors, évidemment, hein, je replace dans le contexte. Aujourd'hui, évidemment, on voit les vieux Hitchcock, tu te dis, bon, il y a des trucs, mais il arrive à créer du suspense par un découpage, en fait. C'est découpé, il y a le plan, le personnage qui arrive, dans Fenêtre sur cour, il y a les fameux flashs avec l'appareil photo, dans L'homme qui en savait trop, il y a cette partition, d'ailleurs, qui a été reprise dans Rogue Nation, d'ailleurs. Ça me fait penser, hein, rappelez-vous, le dernier grand volet de la saga, dernier bon film, en fait, Mission Impossible, Rogue Nation, toujours réalisé par Christopher McQuarrie, avec la séquence de l'opéra, qui citait Hitchcock, donc il y avait ce découpage sur la partition, il reprenait, à défaut d'avoir de nouvelles idées, au moins de faire une belle citation, c'était très très beau. Là, je ne vois pas ce qu'il y a au niveau cinématographique, au niveau de la composition de l'image, qui est d'ailleurs très artificielle. Alors on pourrait me dire, oui, mais si l'image est artificielle, c'est que ça sert le propos, puisqu'on parle d'intelligence artificielle. Non, je n'y crois pas. Pour moi, non, c'est une image que j'ai du mal avec cette image. Il y a cette fameuse séquence de sarcophage qui aurait pu être intéressante, mais en fait, lorsque Ethan Hunt en fait, essaie de dialoguer avec l'entité, c'est tout bourré, plein de trucs numériques et tout, ça finit par un gloubi-boulga d'informations sur la destruction du monde, sur je ne sais quoi, et ça rentre dans un espèce d'ego trip numérique, digital, de waouh, ça part un peu dans tous les sens, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est mal maîtrisé, je trouve que c'est un peu mal maîtrisé cette histoire, ça part un peu dans tous les sens, c'est un peu dommage, je pense ça aurait mérité de se resserrer vraiment sur l'intrigue principale, ce qui était très fort en fait dans les précédents opus, jusqu'au 5e en tout cas, et puis même si on parle que de ce qu'a apporté McQuarrie, tu repars dans Rogue Nation, vraiment tu avais un lieu, une mission précise, il fallait récupérer donc, des cartes magnétiques, mais c'était très clair, on sentait la mission être élaborée par l'équipe. Il partait en mission, après il repartait dans un nouvel endroit et il y avait une nouvelle mission, c'était très clair, il y avait un esprit d'équipe. Là, l'esprit d'équipe, il est mis à mal. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'il y a beaucoup de membres de l'équipe Mission Impossible, eh bien, tous vont être vraiment travailler à la gloire de Tom Cruise, enfin d'Ethan Hunt. Vous voyez, c'est indissociable, je dis Tom Cruise, mais d'Ethan Hunt, en fait. Ils vont être des faire-valoir totalement d'Ethan Hunt qui va briller dans cette espèce d'ego trip, hein, même jusqu'à l'affiche. Vous voyez, c'est le seul film Mission Impossible où on vous vend eh bien, Ethan Hunt et pas l'équipe. Vous voyez, c'est vraiment le visage d'Ethan Hunt et fini. En plus, pour le côté mythologique, enfin vous voyez, le côté sacralisé en noir et blanc pour faire comprendre que vraiment voilà, c'est une figure qui a laissé une trace indélébile comme si c'était une grande personne de l'histoire et sa statue quoi. C'est presque le côté statue. J'ai pas envie de dire culte de la personnalité, mais vous voyez, on est dans un ego trip assez fort. Donc moi, j'aurais pas de problème avec ça si le film derrière tenait en haleine, si on s'ennuyait pas, mais non, on s'ennuie. On nous a vendu des scènes d'action époustouflantes. Franchement, non, je les cherche, je vous le dis. À part cette séquence d'avion finale. Mais bon, il y avait l'avion dans Rogue Nation, c'est absolument incroyable. Il était accroché à un Airbus, là, à un A380 ou je sais plus, enfin en tout cas un gros avion. Tu te dis, il a réellement fait cette cascade, c'était déjà très fou. C'était complètement fou. Et là, bon, bah oui, c'est biplan, voilà, une course de biplan, très bien. Mais au bout de 2 heures, au bout de 2h30 de film, tu commences à avoir ces séquences-là, c'est un peu trop tard. Tu es déjà saoulé, en fait, par tous les éléments du film, qu'à la fin, tu arrives et en fait, tu t'en fiches, quoi. Donc voilà, je trouve qu'il y a, c'est un fourre-tout, vraiment c'est dommage, on s'ennuie, c'est bavard, c'est... non, franchement, je vais faire un petit tour justement sur ce que j'avais listé. La mort de Luther, c'est pareil, c'est expédié, c'est un personnage qui a contribué a énormément contribué aussi au succès des films. Cette complicité entre Ethan Hunt justement et Luther Stickle, c'est vraiment voilà, c'est un personnage iconique de toute la saga et qui avec un méchant qui met des bombes nucléaires. En plus c'est génial parce que ce nouveau méchant Gabriel, à chaque fois qu'il se sent un peu dans une impasse, oh bah je vais mettre une petite bombe nucléaire de temps en temps quoi. C'est vraiment peu crédible. Ça c'est un peu compliqué. Tu te dis mais franchement c'est non, c'est presque un peu juvénile et un peu puéril. Tu te dis, non, mais tu peux pas.
il faut raconter la disparition de Luther. Et là, il est en train de désamorcer une bombe, il va mourir. Et je sais pas, il faut l'amener de manière plus émotionnelle, quoi. Mettre un supplément d'âme à ça. Et ils essaient, mais c'est vraiment trop expédié. C'est à la manière d'Ilsa dans la première partie. Quand elle meurt, c'est vraiment... elle meurt et puis voilà, parce que tu sens que c'est parce qu'elle voulait pas faire la suite, quoi. C'est pas parce que et on le justifie dans le scénario parce qu'elle a pas voulu faire les deux parties. Ça se sent trop, donc c'est compliqué. Donc oui, je disais la séquence d'avion. Alors oui, mais vous allez me dire, dans le premier film de Brian De Palma, bah, c'est un peu pareil. Finalement, il n'y avait qu'une séquence d'action très forte, c'était la séquence du train à la fin. Bon, très bien avec l'hélicoptère, voilà. Mais moi, j'ai envie de vous dire, il y a quand même la chambre forte avec ce suspense. Il n'y a pas que l'action, il y a aussi les moments de silence qui étaient très forts. C'était justement la descente dans le terminal de la chambre forte, justement là où on retrouve William Dunlow. Donc c'est des moments iconiques. Il y avait des moments iconiques. Le restaurant Aquarium de Prague, voilà, il y a des séquences très très fortes, voilà. Donc non, franchement, c'est les moments en fait où il n'y a pas d'action dans le film de Palma, t'as peur. Il y a des séquences justement où il y a Jim Phelps, on le croyait mort, qui arrive comme ça dans une séquence de rêve, un peu presque horrifique et tout, avec sa main en sang et tout ça. Il y a des idées qui sont hors action, mais qui créent de la tension, qui créent presque de l'angoisse, de la peur et tout. Mais là, tu ressens rien dans les moments bavards. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de... Le jeu n'est pas suffisamment prenant pour que tu te... Non, c'est souvent un peu des espèces de phrases pseudo-philosophiques pour dire oui, faites-moi confiance une dernière fois, adresse au spectateur et tout. Enfin, je sais pas, c'est maladroit, je trouve pas ça très fin. Et vraiment, si vraiment on s'éclatait dans ce film et que c'était... Vous voyez, moi j'attendais pas un grand scénario. Hein. Je pense que personne n'attend un grand scénario de ce 8e opus. Mais tout le monde attendait, ça c'est sûr et certain, vous ne pourrez pas me dire le contraire, je pense, d'en avoir plein la tête, d'avoir plein d'actions, de choses qui explosent, je sais pas, de Ethan Hunt qui fait plein de cascades, plein de trucs fous. Et finalement, non, il n'y en a pas tant que ça. Non, on nous a survendu le film. On nous a clairement survendu le film. Donc ça aussi, c'est un problème, parce que depuis quelque temps, on ne vend que les nouveaux Missions Impossibles pour ces cascades. On nous a survendu aussi la séquence du train, donc du saut à moto, hein, mais qui va découler sur la scène du train, du saut à moto dans Dead Reckoning, et puis une fois que tu l'as vu, en tout et pour tout, elle dure, je sais pas, moi, allez, 20 secondes en étant gentil, enfin... Et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, on va vous vendre, mais vraiment... on va mettre toute la promotion du film axée sur une séquence de cascade complètement folle qu'a réalisé Tom Cruise, très bien. Ça, je dis pas, en tant qu'acteur, et là, il n'y a rien à dire. Hein. Bien sûr, il s'efforce de réaliser ses propres cascades, c'est tout à son honneur, et vraiment, personne ne serait capable de faire ça, je pense, à Hollywood. Il n'y a que lui qui se mouille pour faire ça, et ça, il faut souligner, bravo pour ça. Mais il ne faut pas oublier d'avoir un scénario et un sens du récit pour nous porter dans cette mission, quoi. Que ce ne soit pas juste une contemplation d'Ethan Hunt en train de réaliser sa petite mission tranquille, et puis qu'on ne sente pas la tension, qu'on ne sente pas la peur, l'angoisse de peut-être la planète va exploser. Non, en fait, on ne la sent pas tellement, la menace. On ne la sent pas tellement. Ce n'est pas parce qu'on vous dit d'avoir peur que vous allez avoir peur. Il faut donner les outils cinématographique pour que vous le ressentiez. Et c'est ça qui est compliqué, c'est là où le bât blesse sur ce film. C'est que, voilà, vous ne sentez pas réellement la menace. Et puis l'humour aussi désamorce beaucoup de moments qu'auraient pu être dramatiques aussi. Vous voyez, au cinéma, il y a des moments, il faut mettre un peu de drama, parce que sinon, vous ne vous sentez jamais concerné véritablement par les enjeux du film. Donc tout est un peu... pris à la légère quand même. Hein. Il y a beaucoup d'humour, jusqu'à Benji à la fin qui va se faire soigner par Paris, hein, interprété par Pomme Clémentieff. Tu sais qu'il va s'en sortir, quoi, parce que c'est tellement pris à la rigolade. Donc voilà, c'est un peu curieux. L'humour est un peu pas toujours bienvenu, maladroit. Là où il était formidable, évidemment, dans le protocole fantôme, avec Benji qui disait, bah voilà, rouge c'est la mort, bleu c'est tu t'accroches, enfin je sais plus, il faisait une blague avec les gants, vous savez, qui permettaient de grimper donc sur la tour du Burj Khalifa, voilà. Et puis il y avait de l'humour qui était bienvenu, voilà, qui avait du sens et qui était intégré à l'intrigue. Là, c'est un peu de l'humour gratuit pour dire, bah voilà, on va mettre un peu d'humour de temps en temps pour désamorcer des moments de tension. Mais le problème, c'est qu'on est tellement pas tendu dans ce film. On n'est pas agrippé à son siège en se demandant est-ce qu'il va y arriver, etc. Non, c'est assez convenu
que finalement cette histoire va se dérouler tranquille, enfin pas tranquillement, mais voilà, on sent pas tellement la tension. Donc c'est dommage, c'est dommage. Je regarde un peu si j'ai oublié de vous dire quelque chose. Non, mais voilà, problème de rythme. Voilà, pour terminer, il faut dire ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi un gros souci de rythme. Donc il faut du rythme. Le rythme, c'est comme en musique, hein. Si on ne vous donne pas le tempo, eh ben, le spectateur va clairement abandonner. Il va à un moment donné regarder sa montre et c'est fini. Surtout dans ce genre de film, parce que vous allez me dire, oui, mais quand même au cinéma, on n'est pas là forcément pour donner que de l'efficacité. Il y a des moments où on peut avoir des moments de silence, je suis tout à fait d'accord. Mais là, on est dans un film de divertissement, d'action, d'espionnage. On est dans quelque chose qui est censé être grand public, donc un film de pur divertissement. Et là, il y a un moment donné, si on vous vend ce film comme étant un pur film de divertissement, que ce n'est pas le cas, et que même quand vous acceptez le fait que ce n'est pas le cas, ça ne marche toujours pas, ben non, là, il y a un problème. Donc, malheureusement, voilà, je n'ai pas... Non, mais les séquences les plus fortes, j'essaie de non, je ne vois pas de séquences véritablement mémorables, malheureusement... à part cette scène d'avion, parce qu'on vous l'a tellement mis dans le crâne qu'à la fin, vous finissez par l'avoir tellement dans la tête que même si vous avez vu le film ou pas, en fait, à la fin, ce sera la même séquence qui va vous rester, la scène de l'avion, quoi. Mais parce qu'il y a trop de séquences qui sont pas assez intéressantes. Si, j'ai un peu en tête les séquences dans la région polaire avec William Dunlow, un petit peu, mais c'est pas des bons souvenirs. Parce que je trouve qu'il est mal amené, il est censé géolocaliser le sous-marin, on attend de savoir le moment où il va y arriver, il y a une attaque des Russes pendant ce temps-là, mais ça, tu sais pas trop pourquoi, enfin, tout le monde se dispute en fait l'entité, mais on sait plus qui véritablement, ça devient confus en fait à la fin. Tu sais plus quelles sont les réelles motivations de l'ennemi, parce qu'en fait il a le virus, mais à quoi ça va lui servir. En plus, il s'est désolidarisé de l'entité, parce qu'avant il travaillait un peu au service de l'entité, ce fameux Gabriel. Là, tu sais plus finalement quelles sont véritablement ses motivations in fine. Donc, ouais, c'est un peu curieux. Je trouve que vraiment, ça aurait mérité de simplifier un petit peu. Et c'est pas négatif de dire ça, hein. Parfois, on simplifie un petit peu et va y avoir beaucoup plus d'émotions qui vont surgir parce que on va se concentrer sur l'essentiel du récit. Qu'est-ce que ce film voulait véritablement raconter ? En fait, sur la menace de l'intelligence artificielle, ça aurait pu être intéressant justement d'en profiter pour laisser un message assez fort. Voilà. Parce que là, évidemment, j'ai envie de dire, c'est de la palissade de dire que l'intelligence artificielle nous menace, voilà, mais c'est par défaut. Oui, par défaut, de base, elle nous menace, hein. Après, il faut essayer de voir, je sais pas, ça aurait pu être intéressant de mettre des leurres, par exemple. Vous voyez, un truc que je comprends pas. On parle d'intelligence artificielle. Le premier truc qui me vient en tête dans un film d'espionnage, c'est de balader mon héros. Un peu comme, je sais pas moi, d'une journée en enfer, hein, le troisième Die Hard, où c'était le jeu de Jacques Haddy. Ah bah oui, mais j'ai pas dit Jacques Haddy, je vais faire sauter une bombe. Le méchant était incroyable parce que, eh bien, il donnait des fausses pistes. Parfois, on savait pas si on devait croire ce qu'il disait. Voilà. Et tu te dis, mais il y a moyen de faire un truc, tu vois. Et là, ça crée du suspense, de l'attention. Et là, non, à aucun moment, tu sens véritablement qu'ils peuvent se tromper ou pas. Ça a l'air de suivre son cours, finalement, cette mission, quoi. Ça va. C'est juste que oui, il va falloir être un petit peu longtemps sous l'eau pour récupérer le Podkova. Une fois que ça va être fait, et une fois qu'on va finalement récupérer le virus, ça va aller, quoi. Mais c'est du MacGuffin, c'est à l'état de MacGuffin. Ça aurait pu être autre chose de plus intéressant. En fait, tu peux dire que c'est de l'IA, tu peux dire que c'est autre chose. Dans les deux cas, tu aurais simplement pu dire que c'était une bombe, que ça aurait fait un peu la même chose, le même effet, quoi, en fait, finalement. Mais là, non, c'est censé être quand même une intelligence artificielle qui transmet des mauvaises informations dans le monde, des fausses informations. Donc, on aurait pu parler justement de ça, de la fake news mondiale. Je sais pas, ça me rappelle, moi aussi, là, je vais reprendre la saga James Bond, mais Demain ne meurt jamais, c'était ça. Il y avait un mania de la presse, interprété par Jonathan Pryce, qui envoyait des fausses informations, des fakes et tout. C'était pas une IA, c'était un individu bien réel, et pourtant c'était peut-être plus terrifiant que cette IA où finalement on a du mal à saisir toute la dangerosité, hein, en tant que spectateur. Nous, dans notre siège, on la ressent pas. On nous dit beaucoup qu'elle est dangereuse. On aimerait bien le voir, voilà. C'est ça. Donc ouais, écoutez, je m'arrêterai là. Ouais, donc c'est un peu dommage. Bon, enfin après, j'en attendais pas grand-chose à vrai dire, parce que moi, de toute façon, je suis déçu depuis Fallout. Franchement, depuis Fallout, je pense que la saga, c'est vraiment... Waouh, c'est complètement effondré. Alors, j'avais un peu rehaussé Dead Reckoning au-dessus de Fallout.
Mais là, clairement, The Final Reckoning, c'est vraiment The Final, je l'espère, parce que je pense qu'il faut arrêter. Si les nouvelles idées de notre duo inséparable de McQuarrie et de Tom Cruise, c'est de nous servir à chaque fois The Cascade et que derrière on en oublie de penser un scénario fort qui tient en haleine, comme un vrai film d'espionnage chez le fer, et que c'est simplement la blague de comment on va caser la cascade, et une fois que c'est fait, on a trouvé comment la justifier dans le scénario. Bon, bah si c'est juste ça, malheureusement, voilà, c'est... Non, ce sera, je pense, il peut pas émerger avec un raisonnement pareil. Malheureusement, ça va pas aider à refaire un grand film. Et je m'arrêterai là pour ma critique de The Final Reckoning. Dernier volet de Mission Impossible. Espérons que ce soit le dernier. Hein, pour le coup, moi j'avoue, pour moi, c'est Mission Déception. Donc, faites-vous votre propre avis. J'imagine que vous aurez peut-être par curiosité. Mais attendez-vous à vous ennuyer. Voilà, vraiment, je préfère vous le dire. Si vous pensez en avoir pour votre argent plein la tête, etc., c'est pas le feu d'artifice annoncé. Hein. C'est plutôt un pétard mouillé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne ou tout simplement pour accéder à mon contenu. Les amis, on arrive bientôt à la fin de saison des films du vendredi, avant de reprendre évidemment à la rentrée de septembre. Mais je pense qu'il va rester peut-être, allez, j'imagine 2 vidéos. Je reviendrai sans doute sur le nouveau Wes Anderson, probablement sur le Michel Gondry, alors qui apparemment, en fait, c'est un deuxième volet, ce film d'animation, d'un film qui est complètement passé inaperçu, j'ai l'impression, au cinéma. Bah écoutez, on verra. Maya, de mémoire, je vous le remets là, j'ai un peu omis le titre. Maya, donne-moi un titre. Et là, c'est Redonne-moi un titre. Donc en fait, il y avait déjà un premier film avec la voix. Dans le premier, c'était Pierre Ninet. Et là, cette fois-ci, c'est Blanche Gardin. Voilà. Donc, bah écoutez, oui, du coup, ce sera une première. Donc je sais pas trop. Et de mémoire, il y a d'autres films aussi qui ont retenu mon attention. Donc écoutez, on verra. Peut-être que je parlerai de plusieurs films en même temps. En tout cas, on arrive un petit peu hein, jusqu'à l'été. Là, on va arriver dans les dernières de la saison. En tout cas, donc, restez fidèles. Merci beaucoup pour votre fidélité. Justement, j'en profite pour vous remercier. Et d'ici la prochaine vidéo, bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end. Et comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!